Alors l'extrême gauche, trop occupée à déverser sa haine sur les Israéliens, n'est toujours pas capable de trouver la bonne personne pour devenir Premier ministre. Voilà 2 semaines que le nouveau Front populaire se déchire en tentant de se mettre d'accord sur un nom. Laurence Tubiana, qui avait été suggérée par le Parti socialiste, a publié un communiqué. Elle annonce qu'elle renonce et ne souhaite plus faire partie des négociations. Il faut dire, Thomas Bonnet, que son nom a été accueilli fraîchement, voire très très fraîchement par Jean-Luc Mélenchon. Absolument. En fait, à gauche, dès qu'un nom sortait du chapeau, très vite, vous aviez les autres partis qui n'avaient pas été à l'origine de cette idée, qui s'empressaient d'aller fouiller le passé de cette personne pour trouver le moindre élément pouvant la discréditer. C'est ce qui s'est passé pour Laurence Tubiana, parce que la France Insoumise est allée voir qu'elle avait été approchée par Emmanuel Macron pour entrer au gouvernement, ce qu'elle avait refusé. Ce qui estimait, voilà, on comprenait bien donc qu'elle n'était pas sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. Mais c'en était déjà trop pour la France Insoumise, qui s'est donc opposée corps et âme concernant cette nomination. Ça a déjà été le cas pour Huguette Bello avant, qui avait fait, elle, le consensus avec d'autres partis politiques. Bref, ce que l'on observe, c'est qu'il n'y aura pas de possibilité, visiblement, de trouver un nom qui puisse plaire à tous les partis de gauche. Et donc, on arrive vers une situation de blocage dans le nouveau Front populaire, qui, de toute façon, on le voit bien pour la France Insoumise, la vocation de la France Insoumise n'est pas de gouverner demain. Et donc, l'éventualité d'avoir un Premier ministre de gauche s'éloigne de plus en plus. C'est ça, Henri Guénaud, vous avez le sentiment, vous, que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ne sont pas intéressés par le fait d'aller à Matignon et de gouverner le pays. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Bon, ça me paraît une évidence. Voilà, mais encore une fois, moi, je ne veux pas sonder les cœurs et les reins. Il y a quand même un problème dans cette histoire. Et le problème, il ne vient pas de la France Insoumise, il ne vient pas du Front populaire. Le problème, il vient de ce que le président de la République, le lendemain du second tour, n'a pas convoqué les responsables de la coalition qui a le plus grand nombre de sièges en leur demandant de lui fournir un nom. C'était à lui à prendre cette initiative, quitte après, s'ils n'en trouvaient pas un, de chercher une autre solution. S'ils en trouvaient un, de le nommer, de le laisser aller devant l'Assemblée nationale, qui prenait ses responsabilités. Soit les députés, dans leur majorité, votaient la censure, soit ils ne la votaient pas. Mais s'ils la votaient, le président de la République retrouvait une marge de manœuvre. Ce spectacle est absolument invraisemblable. Ils cherchent un nom que personne ne leur a demandé. Et s'ils le trouvent, il se passe quoi ? Non, mais je veux dire, on a déréglé. Depuis la dissolution, les institutions se dérèglent de jour en jour. Donc il y a eu la dissolution qui était absolument invraisemblable dans le contexte, enfin, qui ne se justifiait pas, qui a été faite en plus dans un calendrier qui était un calendrier intenable. Bon, ensuite, la dissolution, après la dissolution, il y a eu cette stratégie, cette tactique des désistements qui ressemblent un peu aux apparentements de la 4e République. Bon, après, on a eu le résultat que l'on sait, mais qui était un peu prévisible compte tenu de la fracturation de la société et de la radicalisation des positions dans cette période. Ce résultat ne plaît pas. Alors, il ne plaît pas, on le met de côté. On ne peut pas le mettre de côté. Les gens ont voté 3 fois. Ils ont voté au moment des européennes. Ils ont voté pour les 2 tours des élections législatives. On ne peut pas dire « ça ne me plaît pas, je vais attendre que les choses se décantent et faire en sorte et voir si on ne peut pas avoir un résultat qui nous plaît davantage. » Ça n'est pas possible. Ensuite, je ne vous raconte pas le feuilleton des derniers jours sur l'élection de Mme Borne-Pivet. Les Français ont voté dans leur majorité pour que ça change. Bon. Le changement va être difficile compte tenu de la physionomie de l'Assemblée, mais vous remettez exactement la même figure. Et en plus, le même jour, Mme von der Leyen redevient présidente de la Commission européenne. Bon, ensuite, on connaît c'est une tentation permanente dans des situations de ce genre. Chacun fait des accords, des alliances. Ça a donné quoi, le jeu des accords et des alliances ? Ça a donné que le groupe le plus important de l'Assemblée n'a aucun représentant au bureau de l'Assemblée. Et à la fin des fins, ça a donné que le Front populaire a la majorité absolue à lui tout seul au bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée, c'est pas secondaire. C'est lui qui décide des sanctions, c'est lui qui décide de l'ordre du jour, etc. Enfin, je veux dire... Donc c'est un échec.
Mais c'est un dérèglement, c'est plus qu'un échec. C'est un dérèglement complet de nos institutions. Et le jour où les institutions sont déréglées, le jour où plus personne n'a confiance dans les institutions, où elles sont délégitimées, il reste quoi pour assurer un semblant de cohésion à la fois politique et sociale? Je pense que ça, c'est le filtre dans lequel il faut faire passer tous les événements d'aujourd'hui, y compris ce dont on vient de parler à propos des déclarations de M. Porte et de la France insoumise. Si les institutions n'ont plus un caractère sacré, en tout cas, on se dit qu'on va les respecter le plus possible. Et si elles ne gardent pas cette légitimité forte, il nous reste quoi pour vivre ensemble ? 18h32 sur CNews et sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité avec Maureen Vidal. Bonsoir Maureen. Bonsoir Yohann, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, vers une trêve politique durant les Jeux Olympiques. Emmanuel Macron l'a affirmé ce matin alors que la France est toujours dans l'attente d'un gouvernement après les élections législatives. C'est les Jeux qui seront au cœur de la vie du pays et le monde sera en France grâce à eux, a-t-il précisé. Il manque encore entre 200 et 300 agents de sécurité privés pour les JO. Marc Guillaume, le préfet de la région Île-de-France, alerte. Cette question de sécurité privée préoccupe le comité d'organisation depuis des mois. Le nombre nécessaire d'agents de sécurité est estimé entre 18 000 et 22 000 au plus fort de l'événement sportif. Préavis de grève déposé dans les aéroports parisiens pour la cérémonie d'ouverture des Jeux vendredi. Le syndicat FO minoritaire du gestionnaire ADP exige davantage de concessions salariales que celles prévues dans un récent accord. Le syndicat réclame notamment que la prime de 300 € qui sera versée à tous les employés soit portée à 1 000 €. Voyons. 2 semaines de tractation et toujours pas d'accord. Donc la gauche incapable de se mettre d'accord sur un nom qu'on ne leur a pas demandé, pour reprendre vos propos, Henri Guénaud. Résultat, eh bien Sandrine Rousseau est fatiguée d'attendre. Écoutez-la. Enfin, là, moi, je m'impatiente. C'est-à-dire, je trouve que nous prenons trop de temps pour désigner ce Premier ministre. Moi, j'ai posé une solution qui était de faire le ticket. Parce qu'en fait, là, il y a Laurence Tubiana et Huguette Bello. Chaque parti de ce nouveau Front populaire dit ce sera ma candidate et pas l'autre, etc. En réalité, Vincent Roy, la gauche, me semble-t-elle, est en train de montrer depuis 2 semaines qu'elle n'est pas capable de gouverner. Mais attendez, la gauche, qu'est-ce que c'est que la gauche ? La gauche, aujourd'hui, le leadership à gauche, il est tenu par M. Mélenchon. La gauche, c'est-à-dire LFI et le PS, jouent à 2 jeux différents. Le premier, le PS, qui, c'est plutôt à la faveur du deuxième tour des législatives, c'est plutôt refait la fraise. Il joue son statut de parti moral. Je compresse un peu. Bon. Et LFI, qui n'a pas bougé, qui a même un peu régressé, puisqu'il a 71 sièges, je crois, lui joue l'idéologie à fond. Ça veut dire qu'ils ont 2 objectifs absolument différents, et par conséquent, aucun nom ne peut émerger en l'état actuel des choses, puisqu'ils ne poursuivent pas le même but. Si l'on a compris ça, on comprend pourquoi aucun nom n'émerge. C'est en tous les cas très clair sur le papier. Ce à quoi on assiste, me semble-t-il, c'est la preuve aussi que le nouveau Front populaire n'était en fait qu'une alliance pour sauver des sièges et que la France insoumise et le Parti socialiste, en réalité, n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est rien, Sabrina Medjeber. Oui, hormis leur programme quand même, de 150 pages sur lequel ils se sont tous mis d'accord. Je veux dire, toutes les configurations, bien sûr, toutes les configurations. Et vous pensez vraiment que le Parti socialiste est d'accord avec tout le programme François Hollande n'est absolument pas d'accord avec ce programme. Oui, mais n'empêche qu'il l'a signé en raison précisément pour sauver leur poste. Absolument, voilà. Et du barrage contre le Rassemblement national. Donc là, ils sont capables de se coaliser pour faire barrage à l'extrême droite. Et moi, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure comme l'exemplarité étant garante de la vie collective. Et il est vrai que lorsqu'on voit cette conflictualisation des rapports intra-institutionnels, eh bien, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Et lorsque j'entends Madame Rousseau parler de ses inquiétudes,
on a vraiment l'impression qu'on est en plein culte, encore une fois, de l'adolescence. C'est-à-dire que ces personnes qui sont des députés de la nation, représentants de la nation, sont censés être capables, ou en tout cas porter une verticalité dans l'exercice de leur pouvoir et être capables de porter des projets, des visions, encore une fois, dans l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'angle mort de toutes ces comment dire, ces concessions, ces alliances, ces contre-alliances, etc. Et donc le citoyen se sent du coup complètement désubstantialisé du fait de l'impéritie des politiques qui sont incapables, ne serait-ce que pour ériger un chef ou une chef d'un parti qui là est précisément le nouveau Front populaire. Eh bien, les Français trouvent ça absolument désolant. Donc, Madame Rousseau en est à se sentir inquiète. Et bientôt, on lui poserait la question, alors comment allez-vous faire? Est-ce que vous allez jouer à plouf-plouf, un tirage au sort, un jeu de hasard? Enfin, non, mais on en est à un tel déliquescence, un tel abaissement de la fonction politique qu'on en vient à s'interroger sur ce qui illustre parfaitement la bêtise politique. C'est la mascarade. C'est la mascarade. C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée. Moi, je souscris tout à fait à ce que disait Henri Guénaud. Vincent Roy. Effectivement, Henri Guénaud disait tout à l'heure qu'ils aient voté, grosso modo, LFI ou Rassemblement National. Les Français voulaient que ça change. Or, il faut que tout change pour que rien ne change. Rien n'a changé. Et on aura un nouveau Premier ministre dans quelques semaines, a priori. Oui, mais attendez, alors de quelle couleur? Comment? Pourquoi? Enfin, tout ça va pas être simple du tout. On voit qu'on s'orienterait plutôt vers une majorité, vers la droite de la majorité présidentielle. Voilà. Or, les Français ont demandé un changement. Ils n'ont pas été écoutés. Vous savez, c'est très dangereux de ne pas écouter ce que veulent les Français. C'est très dangereux. À un moment, ça se paie très cher. Henri Guénaud. Oui, juste une remarque sur les divisions. Là, on voit les divisions, on revient aux divisions de la gauche, mais il y a quelques jours, les divisions, on les a eues au sein de la réunion des présidents de groupe à l'Assemblée, puisque contrairement aux principes qui régissent la désignation du bureau et qui est une tradition assez bien respectée en général, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et tous les échos qu'on en a montrent que ça a été une réunion extrêmement violente. C'est-à-dire que personne n'arrive à se mettre d'accord avec personne. On a l'impression qu'on est passé d'une démocratie dans laquelle on a des alliés ou des adversaires à une démocratie dans laquelle certains n'ont plus que des ennemis. Voilà. Et ça change. Ils ne serrent même pas la main ça change dans l'hémicycle. C'est extraordinaire. Moi, je croyais que l'histoire de la main, c'était fini depuis. Je me souviens des premiers élus du Front National à l'Assemblée, dont Marion Maréchal. On prend les scrutateurs les plus jeunes. Donc, il se trouve qu'elle était sur la tribune au moment où on va voter. Bon, moi, je lui ai serré la main parce que... Je crois que certains de vos collègues de l'époque ne l'avaient pas fait, dont Jean-François Copé. De mes collègues et de tous les autres groupes lui ont ostensiblement refusé de lui serrer la main. Bon, après, au bout de 2-3 ans, ça s'était arrangé, en tout cas dans les couloirs, mais qu'on en soit encore là. C'est-à-dire qu'on montre ce spectacle où il n'y a plus aucune courtoisie républicaine. Donc, si vous ne serrez pas la main à quelqu'un, c'est vraiment qu'il n'est pas simplement votre adversaire. Les adversaires partout finissent par se serrer la main. Là, ce sont des ennemis. Du combat et à la fin du combat. Mais là ce sont des ennemis. Mais on ne peut pas vivre en société, et a fortiori en démocratie, si nos adversaires deviennent des ennemis. Et la conséquence de tout ce que nous vivons depuis 2 semaines et même bien plus, c'est ce sondage Odoxa pour Le Figaro. Regardez ce chiffre, 82% des Français ont une mauvaise opinion des partis politiques. Je ne sais pas qui veut en dire un mot, Bernard Cohen-Haddad. Oui, mais on est passé dans le règne du Parlement et du droit. Avec le quinquennat a modifié, me semble-t-il, je ne sais pas ce qu'en pense Henri Guénaud, mais moi je crois que le passage du quinquennat a modifié notre pratique institutionnelle, vous l'avez dit tout à l'heure. On le voit bien, cette coalition des contraires dans un régime majoritaire, alors que c'est plutôt, comment dirais-je, les régimes parlementaires, une exacerbation des conflits, et puis au fin du fin, l'échec de cette dissolution qui a mis en valeur des différences et non pas une capacité de rassembler, ce que voulait le président à l'origine quand il était intervenu un soir de 2e tour, alors que personne s'y attendait, c'était trouver une majorité. Cette majorité, on ne la trouve pas. Et ça a été dit tout à l'heure, d'habitude, les coalitions, y compris à droite ou au centre-droit, on les pense en amont.
sur un programme de gouvernement, y compris du temps de François Mitterrand avec le programme de la gauche. Le programme commun, rappelez-vous, c'était autre chose que les 7 ou 8 mesures phares dispendieuses qu'on a aujourd'hui qui vont plomber notre économie. C'était quand même autre chose, le programme commun, avec des ministres communistes d'ouverture. Tout ça, c'était une autre époque. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est tout simplement une coalition des contraires, des pétarades médiatiques et bien entendu une incapacité à gouverner. Intéressons-nous à la droite à présent, puisque... Une remarque, oui. Henri Guénaud. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Il y a d'abord un dérèglement des institutions. Alors, le quinquennat étant une des principales causes de ce dérèglement, il y a aussi le non-cumul des mandats qui se révèle être extraordinairement délétère. Bon, donc on pourrait allonger la liste. Et puis il y a le dérèglement de la société, il y a les fractures de la société qui rendent le régime parlementaire, la Ve République est un régime parlementaire très compliqué à fonctionner parce que ces fractures provoquent de la radicalisation et justement interdisent au fond tous les accords minimums sur lesquels repose le fonctionnement des institutions. Et enfin, la dissolution, elle a une conséquence, c'est qu'on ne peut plus dissoudre pendant un an. Or, la menace de la dissolution oblige, on vient de le voir pendant plus de 2 ans, oblige des gens qui ne veulent pas se mettre d'accord à finir par trouver quand même des accords de façon à ce que la continuité de l'État soit assurée et que le pays puisse être... Ça n'est plus un élément de chantage, c'est ce que vous voulez dire? De chantage ou de dissuasion. Oui. Mais c'est l'équilibre des institutions. C'est une arme de dissuasion et en face, il y a la motion de censure. Voilà. Donc on ne peut pas utiliser l'arme de dissuasion n'importe comment. Là, on l'a pas utilisé. Enfin, on a supprimé la dissuasion et pendant un an, nous nous trouvons dans un régime d'assemblée dans lequel il n'y a plus rien, compte tenu en plus de sa fracturation, il n'y a plus rien pour pousser ou inciter les différents groupes à trouver des accords minimums, au moins pour pouvoir fonctionner normalement. Alors je vous le disais, intéressons-nous à la droite à présent, puisque Laurent Wauquiez a présenté aujourd'hui le pacte législatif qu'il propose à Emmanuel Macron pour ne pas bloquer la France. Des mesures que la droite est prête à voter sur le pouvoir d'achat, la sécurité ou encore l'immigration. Mais Laurent Wauquiez le réaffirme, pas question pour autant de former une coalition et de rentrer dans un gouvernement. On l'écoute. Ça n'est pas une coalition gouvernementale. Et ça ne sera pas une coalition gouvernementale. Notre démarche est résolument positive, mais je veux aussi couper court à toute forme de fantasme ou d'agitation. Nous sommes indépendants et nous le resterons. Et pour cela, il est important de comprendre ce qu'est notre approche. Une coalition gouvernementale, ça signifie une solidarité gouvernementale à tout ce qui est porté par un gouvernement. Nous nous engageons à soutenir des mesures que nous avons choisies. On ne s'engage en aucun cas à soutenir un gouvernement a priori quoi qu'il fasse. Au vu de ce qui s'est passé au cours des 7 dernières années, au vu des dégâts qu'Emmanuel Macron a fait à l'intérieur du pays, il est impensable pour nous de signer un chèque en blanc. Vincent Roy, il y a le discours aujourd'hui, le mois d'août va passer, les concertations, discussions, négociations auront eu lieu. Est-ce que vous pensez qu'in fine, les Républicains finiront par rentrer dans un gouvernement? Oui. Oui. Vous savez, l'odeur du Marocain, c'est une odeur à laquelle peu de gens peuvent résister. Donc, pour cette raison-là, vous savez, la voiture, le pimpon, tout ça, ça fonctionne en général. Et je suis désolé d'être aussi cynique, mais j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de morale en politique et la situation me le prouve. Mais je pense que de toute façon, ce pays sera gouverné avec la droite, à la droite de la majorité présidentielle. Et je pense qu'un certain nombre de républicains ne pourront pas s'empêcher de participer d'un prochain gouvernement. Oui, alors, je crois. Mais Henri Guénaud, je vous vois sourire parce qu'on parle là de vos amis ou anciens amis, je ne sais pas. Mais vous les connaissez bien, en tout cas. On peut avoir des amis et puis parfois être en désaccord avec... Alors précisément, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Ne plus être membre de leur parti. Juste un mot sur la morale en politique. Oui. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de morale en politique, c'est qu'au contraire, il y a toujours une morale de circonstance qui permet de justifier ce qu'on fait. Voilà. Oui, c'est encore pire. Oui. Alors moi, je ne sais pas s'ils finiront par rejoindre une coalition gouvernementale, qui est déjà tentée. D'ailleurs, il y en a depuis le début du macronisme, depuis Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Rachida Dati, Catherine Vautrin, etc. Bon.
qui trouvaient qu'au fond c'était en accord avec leurs idées et qui y sont allés, à mon sens, pour certains d'entre eux en tout cas, plus parce qu'ils s'y reconnaissaient que parce qu'ils voulaient à tout prix un Marocain. Je ne dis pas tous, mais je ne ferai pas aujourd'hui le tri. Alors, je trouve que si Laurent Wauquiez se tient à la position de ne pas faire d'alliance gouvernementale, c'est plutôt une bonne chose. On verra bien la suite, parce que, là encore, pour faire quoi ? Pour refaire la même chose que ce qui est fait depuis 2 ans, depuis 7 ans même, et que les Français viennent de sanctionner. Et Laurent Wauquiez sait aussi que aller prendre sa part de responsabilité dans un gouvernement qui serait en gros la Macronie plus un petit quelque chose un peu plus peut-être un peu plus à droite et encore, c'est gâcher ses chances pour l'élection quand même la plus décisive, qui est l'élection présidentielle, parce que les choses se joueront là. Et combien de temps ça va durer ? 1 an, 2 ans, 3 ans pas plus de 3 ans, mais peut-être beaucoup moins. Voilà, donc c'est plutôt une bonne idée de dire on va pas aller se mêler de combinaisons, très bien. Mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est que tout le monde parle aujourd'hui comme si comme si chacun pouvait changer les choses là, dans les mois qui viennent, comme si chacun allait gouverner normalement, comme si on allait présenter des projets de loi ou des propositions de loi qui vont changer la France. Si déjà on arrive à assurer la continuité de l'État, ce sera pas mal, mais on ne va pas changer la France avec un projet... Non, mais c'est-à-dire, vous n'êtes pas sûr qu'on puisse assurer la continuité de l'État ? Vous voyez bien que c'est quand même un sujet, voilà, c'est un sujet. Si le gouvernement est renversé tous les 3 mois, ça va être compliqué d'assurer la continuité de l'État. Et ça, c'est pas impossible. Voilà, on n'en sait rien. Pour l'instant, la priorité, c'est la continuité de l'État avec un minimum de stabilité et des rendez-vous qui sont des rendez-vous très compliqués à négocier. Par exemple, le rendez-vous de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. Bon, parce que si jamais le texte est rejeté par l'Assemblée, s'il est pas voté, il y a des moyens constitutionnels de régler le problème, mais s'il est rejeté, il n'y a aucun moyen aujourd'hui constitutionnel pour régler le problème. Donc il va falloir inventer quelque chose peut-être quelque chose qui ressemble au 12e provisoire de la 4e République ou des Républiques précédentes. C'est-à-dire qu'on débloque le budget chaque mois durant 12 mois. On demande l'autorisation au Parlement, chaque mois on demande une loi d'autorisation pour débloquer un 12e du budget en prenant comme référence le budget précédent. Mais sinon tout s'arrête. C'est-à-dire on ne peut plus prélever d'impôts et on ne peut plus payer. On ne peut plus payer ni les fonctionnaires, ni les aides, ni les allocations. Bon, donc là, il y a un vrai sujet. Les Américains en font l'expérience de temps en temps puisqu'ils ont un système... Ils ne peuvent pas... si on dépasse le plafond autorisé de la dette, ça s'arrête. Bon, donc ça s'arrête chez 1 semaine, 15 jours, puis après, comme c'est intenable, ils finissent par se mettre d'accord. Mais si vous voulez, on a... voilà, ça c'est le plus important, il est là. Essayer de faire en sorte que la continuité de l'État soit assurée et qu'on ne sombre pas dans le chaos ou l'anarchie institutionnelle. Voilà, c'est la première des choses. Mais faire comme si on allait pouvoir changer résoudre le problème du pouvoir d'achat, de l'immigration, de l'insécurité, de l'école, etc., dans les mois qui viennent, dans les circonstances actuelles, c'est quand même... ça ne sera pas possible. C'est de l'autosuggestion. Voilà, il faut être conscient que malgré les discours, ça ne sera pas le cas. Et que le pays est donc bloqué par définition.